Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Actualité juridique. C'est le dernier webinaire de la semaine, c'est la troisième session. C'est un webinaire qui va traiter, c'est un point de rentrée en fait, qui va traiter du tiers payant généralisé, du nouvel arrivant l'OPTAM, de la loi travail et puis des négociations, parce que ce sont les impacts de cette loi qui vont nous intéresser sur les modalités de négociation. Et Florence, en fait, va porter les premiers regards sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS 2017. Bonjour Florence. Bonjour. Alors aujourd'hui, Florence est seule à la manœuvre. Elle va nous faire du coup un vrai balayage de toutes les nouveautés qui se sont passées pendant l'été. Chaque année, on se le dit, l'été est actif toujours pour nos législateurs. Exactement. Donc le tiers payant généralisé, on pensait qu'il avait été tué dans l'œuf suite au Conseil constitutionnel. On va voir ça un peu plus en détail. Et puis finalement, l'été revenant, il refleurit, il revient et il sera d'actualité. Alors, on l'avait annoncé, le cas c'est mort. Malheureusement, oui, il est de la courte vie et il va être remplacé par un autre dispositif qu'on va voir dans le détail un peu plus loin. Ensuite, l'article 4 de la loi E20, vous nous l'aviez annoncé avec Pascal en décembre dernier. Oui, tout à fait. Il y a des réflexions et là, on voit apparaître les premiers projets de décret. Exactement. Donc avec là, une surprise. Avec des surprises. Là, on en est à la deuxième version et on va déjà rappeler tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'article 4 de la loi E20 et ensuite les nouveautés apportées par le décret. Alors, la loi travail, qui est une loi assez intéressante, qui a plein de sujets à l'intérieur du texte. Nous, on va regarder plutôt les impacts sur la partie négociation. Voilà, la partie négociation, parce que c'est celle qui nous intéresse dans le cadre de la protection sociale, notamment les négociations collectives, au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise. Donc, on va essayer de se focaliser un petit peu dessus, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est susceptible de nous impacter ou de nous intéresser comme point pertinent. En plus, il y a des nouveautés assez intéressantes dans cette loi. Exactement. C'est nos fameux nouveaux accords, protocoles transitoires, et on en parlera tout à l'heure. Exactement. Et puis, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017, le tout nouveau est arrivé. Exactement, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, je crois il y a une quinzaine de jours. Il est encore tout bébé, hein. Il est encore tout neuf, tout beau. Il est déjà en train d'être amendé à la pelletée, donc on va... Il était bien lisse et on va le voir évoluer au fur et à mesure. Il va s'identifier à mon avis au fur et à mesure des débats, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il contient, quelles sont les grosses mesures qui sont annoncées. Super, du coup on va démarrer avec le tiers payant généralisé. Donc on pensait qu'il était mort celui-là. Eh ben non. Non, il n'est pas mort. Effectivement, faut bien regarder et reprendre. Donc la loi santé, elle a entériné le tiers payant généralisé obligatoire pour l'assurance maladie. Donc vous aurez effectivement un déploiement du tiers payant obligatoire pour l'assurance maladie. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il était aussi question du déploiement du tiers payant généralisé. Donc c'est tiers payant pour tout, c'est-à-dire tout acte médical. Tous les professionnels de santé, en fait. Voilà, exactement. Oui, tous les professionnels de santé et surtout, c'était sur tout ce qui est complémentaire, c'est-à-dire les complémentaires santé. Donc, tant l'assurance maladie, la partie qui concerne l'assurance maladie obligatoire que la partie sur les complémentaires. Donc, en fait, le tiers payant devrait couvrir à la fois le remboursement sécu, et le remboursement des complémentaires. Alors, on va voir justement un petit peu comment ça va se goupiller, tout en sachant que, donc, effectivement, lors du passage de la loi santé au Conseil constitutionnel, celui-ci avait écarté l'obligation de mettre en place le tiers payant au niveau des complémentaires, tout simplement parce que le texte, en fait, ou l'obligation n'avait pas du tout été correctement borné. C'était, le texte était assez vague, manquait de précision et avait été repris par pas mal de médecins qui avaient certaines inquiétudes, puisque ils ne savaient pas un peu à quelle sauce ils allaient être mangés devant la multitude de complémentaires. C'est un peu l'usine à gaz. Exactement, ils avaient peur de quelque chose de très compliqué finalement, donc ils se sont dit oulala, non, donc le Conseil constitutionnel peut-être à juste titre a dit oulala, c'est pas du tout assez précis, vous n'offrez pas de garantie ou de sécurisation auprès des médecins, donc je n'entérine pas cette obligation de déployer le tiers payant généralisé dans les complémentaires santé. Donc, premier semestre, on s'était un peu endormi sur le sujet. Exactement, on s'était dit, on avait effectivement l'article 871.1 du Code de la sécurité sociale, donc c'est celui qui décrit la nature du contrat responsable.
Le contrat responsable en frais de santé, n'oubliez pas, c'est un contrat qui présente certains plafonnements et certains plafonnements de garantie et certaines garanties minimales et qui nous permet notamment de bénéficier d'une taxation sur les conventions d'assurance à hauteur de 7% au lieu de 14%. Et dans le cadre des contrats collectifs et obligatoires, ça permet notamment aux entreprises de bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Donc c'est tout à fait non négligeable. Donc, il avait été inclus lors de la rédaction de la loi de santé le fait de prévoir le tiers payant généralisé dans les contrats. Et on s'était tous dit, finalement, ce texte il va être amendé et on va abandonner complètement le tiers payant généralisé. C'est un oubli du Conseil constitutionnel. Exactement. Mais en fait, en relisant le texte et surtout en ne voyant pas sortir de décret à l'été, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? On va se repencher là-dessus. Et on s'est un peu réveillé. On s'est réveillé d'ailleurs un peu en avance par rapport aux autres pour une fois. On s'est réveillé en disant mais attendez, le décret vient pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le déployer au 1er janvier ou pas? Donc tout le monde était un petit peu dans l'interrogation, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait, on s'est aperçu que ce texte de l'article 871.1 du Code de la Sécurité sociale, il dit juste que vous devez proposer le tiers payant généralisé, pas qu'on est obligé de le déployer à l'égard des médecins. Après, c'est aux médecins de voir s'ils l'utilisent ou pas. Donc, si je reformule, concrètement, l'organisme complémentaire, le gestionnaire de la complémentaire, doit donner le service. Exactement. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat pour le médecin, des médecins qui potentiellement, eux, peuvent dire non, moi je ne l'utilise pas. Voilà, ils sont obligés de le faire sur l'assurance maladie, sur la partie de assurance maladie obligatoire, mais sur les complémentaires santé, il n'y a plus d'obligation aujourd'hui. Donc, effectivement, le texte parle juste de mettre à disposition ce service de façon, il faut le mettre à disposition. Après, est-ce qu'il sera utilisé? C'est pas du tout la même chose, et donc il n'y avait pas d'oubli du Conseil constitutionnel, et donc on doit bien le déployer. Alors pendant l'été, la Fédération française des assurances a fait un gros travail pour réunir les différents délégataires et gestionnaires, exactement, pour expliquer en fait quelle était la position de marché. Exactement, tout à fait. On a assisté à des réunions où on nous a bien confirmé que le tiers payant devait se déployer absolument, et au 1er janvier, il y avait pas mal de travail et pas mal de lobbying informatique qui avait été fait avec des consignes, des directives, plus ou moins, pour faire fonctionner le dispositif dès que possible et le faire fonctionner de bonne foi. Alors, du coup, l'obligation, elle porte sur deux choses. Sur tous les... Donc, il faut étendre finalement dans un certain sens le tiers payant que l'on connaît déjà quand on va faire de l'imagerie médicale, quand on va faire des analyses de sang, quand on va chez l'opticien, etc., ou la pharmacie. On va étendre le tiers payant déjà existant à tous les professionnels de santé, et ces professionnels de santé au sens large, radiologues, médecins, auxiliaires médicaux, laboratoires, orthodontistes, dentistes, mais aussi opticiens, c'est un professionnel de santé mais au sens large. Idem pour l'audioprothésiste. On aura aussi pour les établissements de santé, les transporteurs sanitaires qui vous amènent donc dans les hôpitaux en cas de transport ambulatoire, etc. Donc vous avez tout un tas, vous avez vraiment c'est pour ça qu'on parle de généraliser, c'est-à-dire que c'est vraiment pour tout, tous les contrats frais de santé sont concernés et pour tous les professionnels de santé. Donc l'idée, c'est favoriser l'accès aux soins. Exactement, c'est pour éviter le renoncement de l'accès aux soins parce qu'on n'arrive pas à avancer les frais. Bon, c'est plutôt une avancée dans un certain sens. Par contre, après, évidemment, en ce qui concerne donc, la complémentaire santé, ce n'est que le ticket modérateur qui est visé et que l'on doit mettre en place. Donc le ticket modérateur, ce n'est pas l'ensemble des frais qui sont exposés par l'assuré. Donc c'est pas la garantie en fait. Non, exactement. Enfin, l'obligation elle est minimale. L'obligation est minimale et n'est imposée que la couverture du ticket modérateur. Alors quels sont les impacts concrètement sur nos contrats demain? Alors déjà à nouveau comme on vient d'en discuter, seul le ticket modérateur doit être mis en place. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller au-delà et finalement de couvrir l'intégralité de la garantie? Là, c'est un peu un débat. Finalement, on pourrait se contenter d'appliquer strictement le ticket modérateur. Toutefois, la Fédération des assurances nous demande de l'appliquer plutôt de bonne foi et donc de ne pas se contenter du strict minimum parce que ils ont aussi de leur côté fait pas mal de lobbying auprès des pouvoirs publics finalement pour que la sécurité sociale ne reprenne pas la main complètement et finalement que tous les organismes complémentaires ne deviennent pas que de simples payeurs auprès de la sécurité sociale et qu'on disparaisse complètement et que finalement le panel des offres, des services se resserre de façon trop significative. Donc on nous demande d'être quand même de bonne foi. Donc après on pourra toujours imaginer
sur certains postes, par exemple, faire que du ticket modérateur, et sur d'autres, aller à la hauteur de la garantie. Alors, le positionnement de Grâce à Voix aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre plutôt au niveau de la garantie pour simplifier en fait la démarche assurée. Exactement, tout à fait. Parce que ça évite des démarches administratives de devoir revenir vers Grâce à Voix pour se faire rembourser. Exactement, parce que aussi dans un souci de simplification, ne serait-ce que pour tous les gestionnaires, bien, si vous faites que le ticket modérateur en tiers payant, eh bien, vous allez encore devoir rembourser directement à l'assuré le morceau qui reste. Donc ça fait des actes à répétition, donc ça peut ralentir aussi le traitement, ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite, c'est pas vraiment le souhait, c'est d'avoir quelque chose d'assez simple et uniforme et qui fonctionne le plus simplement possible. Donc on va peut-être un peu s'orienter là-dessus, on verra après les souplesses qu'on peut obtenir, parce que évidemment faire un tiers payant à mi-hauteur de garantie, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on ne voit pas vraiment pourquoi, donc ce sera éventuellement, on peut alterner entre garantie, ticket modérateur, selon les intérêts du client. Alors, le deuxième impact qui est intéressant, c'est alors quid des réseaux de soins, parce qu'aujourd'hui on avait des réseaux de soins qui étaient exclusifs, c'est-à-dire des réseaux fermés. Oui. On avait fixé des règles disant en dehors du réseau, pas de tiers payant. Tout à fait. Donc je continue ça ou pas? Non, on est obligé de faire à minima du ticket modérateur. Donc on pourrait imaginer, pour toujours conserver et préserver les réseaux de soins, par exemple, imaginer qu'on continue comme jusqu'à maintenant dans les réseaux de soins qu'on connaît, et lorsque l'assuré veut aller en dehors du réseau, on peut imaginer éventuellement uniquement proposer le ticket modérateur, par exemple. Comme ça, on remplit quand même à minima l'obligation légale. Après aussi, on peut imaginer aller à la garantie, tout en sachant que hors réseau, on peut aussi, ce ne sont pas les prix qui ont été négociés, donc l'assuré aura quand même peut-être un peu de reste à charge aussi. Donc après, il y a différentes alternatives possibles. On peut notamment également, dans cet esprit-là, avoir une garantie spécifique dans le tableau de garantie en réseau et une autre un peu moins forte hors réseau. Exactement. Tout à fait, surtout que la possibilité de prévoir des réseaux a été entérinée quand même par la loi pour tous les organismes complémentaires, parce que ce n'était pas le cas pour les mutuelles jusqu'à maintenant. Donc normalement, on pourra voir comment on peut toujours maintenir l'attractivité du réseau, tout en sachant qu'il y a quand même les obligations en matière de contrat responsable et de panier de soins à respecter. Sachant qu'effectivement, tu disais, la qualité du réseau, c'est d'abord la réduction du reste à charge pour l'assuré. Exactement. C'est la négociation du prix qui est intéressante. Et puis la qualité, parce que les réseaux aujourd'hui font de gros efforts pour avoir des produits de qualité certifiés et vérifiables. Exactement. Alors, tu disais tout à l'heure, ça s'applique partout, c'est une obligation qui n'a aucune exception? Alors, non, c'est le tiers payant généralisé, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir accès au tiers payant généralisé et au minimum à hauteur du ticket modérateur. Alors, moi je me rappelle qu'on avait des contrats, notamment sur des personnes qui quittaient l'entreprise, qui étaient en portabilité, où on se disait, au moment où ils partent de l'entreprise, on récupère la carte de tiers payant, parce qu'une fois qu'ils sont partis, c'est compliqué de le faire, et ils n'ont plus de tiers payant quand ils sont en portabilité, où on avait aussi, on rencontrait aussi ce type de problématique, par exemple sur des populations, des retraités, des personnes en invalidité qui sont dans des dispositifs de sortie de groupe, où on avait préféré ne pas mettre de tiers payants pour éventuellement éviter les anticipations de consommation, etc. Et particulièrement, par exemple, pour des personnes en portabilité, pour éviter qu'elles n'utilisent la carte de tiers payant après la validité de la portabilité, puisque les cartes sont éditées par année civile et non pas pour la durée de la couverture. Ce serait trop compliqué à mettre en place. Alors ça, aujourd'hui... Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, c'est plus possible, tout le monde doit pouvoir bénéficier du tiers payant généralisé, quelle que soit donc la situation dans laquelle il se trouve. Donc, les gens en ANI conserveront le bénéfice du tiers payant, ainsi que les sorties de groupe, les retraités, les invalides, etc. Là, il n'y aura pas de distinction possible. Toutefois, il y a quand même une nuance importante à apporter, c'est que le tiers payant nouveau va nous permettre notamment de vérifier les garanties en temps réel. Oui. Et ça est assez intéressant quand même, c'est-à-dire que dorénavant, même si la carte est valable une année civile, eh bien, que ce soit le professionnel de santé, en fait, quand il va interroger pour savoir, pour appliquer le tiers payant, combien ma consultation est à X euros, combien cette personne va être dispensée de régler, et éventuellement s'il n'y a pas un reliquat à payer, à ce moment il va savoir immédiatement est-ce qu'elle est couverte, oui ou non. Donc ça nous permettra peut-être d'éviter de contourner ce problème. D'accord. Alors du coup, la carte, on en parlait, elle change, la carte de tiers payant. Là, on a
le visuel de la nouvelle carte de tiers payant SP Santé Exactement. Et donc, il y a des petites choses qui ont bougé. Voilà, tout à fait. On va de plus en plus s'orienter de toute façon vers une carte de tiers payant qui va être figée, c'est-à-dire avec des cadres qui ne vont plus pouvoir évoluer ou être modifiés, tout simplement dans un souci de simplification de lecture, parce que forcément, si vous avez une case à un endroit sur une carte et à un autre endroit sur une autre carte, le médecin va plus savoir s'y retrouver, hein, le pauvre. Donc, on va avoir des cases et on va dire des quadrillages qui sont figés, des formulations également qui seront figées pour être uniformisées, et on va notamment avoir ce qui apparaît, donc le data matrix, c'est ce petit cadre... le QR code en fait. Le QR code, voilà, ce petit cadre avec des petits pointillés. Ce data matrix va notamment, à terme, permettre aux médecins, au lieu de saisir finalement, par exemple, un numéro d'adhérent ou d'identification, il va pouvoir en fait juste scanner avec un petit lecteur infrarouge ou une douchette, voilà. Il va pouvoir en fait immédiatement identifier la personne, et le logiciel qu'il aura sur son ordinateur va donc identifier la personne, identifier le contrat d'assurance, la complémentaire, relier toutes les informations. La complémentaire, ensuite, il va délivrer, qui va donner donc en interne quel contrat, quel assuré, quelle entreprise, et hop, l'information va remonter aussitôt. Et donc, si vous voulez, le médecin aura juste à scanner ce document, entrer l'acte qu'il veut, et hop, la garantie va automatiquement apparaître en temps réel. D'accord, donc concrètement, en fait, ça, c'est une norme de marché. Tout le monde Exactement, tout le monde va avoir le déploiement du data matrix. C'est quelque chose, c'est à nouveau, dans l'esprit de faciliter au maximum la compréhension et l'utilisation du dispositif par les médecins. C'est beaucoup plus facile que d'avoir à chercher un numéro d'adhérent et de saisir, etc. Vous scannez la carte vitale avec le lecteur de carte vitale, vous scannez là, pareil, la carte de tiers payant, et hop, tout se fait un petit peu de façon très automatisée. Et on voit à nouveau que à chaque fois, vous allez avoir, par exemple, en fonction des différents postes, c'est-à-dire toutes les petites abréviations, PHAR, MED, etc., XT, hospitalisation, vous allez avoir différents types de prise en charge, avec là des facultés de prévoir des tiers payants peut-être un peu différents, tickets modérateurs, garanties, pour peut-être après en fonction des exigences ou de la nature du contrat, des demandes. Donc là, par exemple, si on lit ce qui change un peu, si on prend l'optique, par exemple, on a Itelis, c'est une carte avec le réseau Itelis, et on voit que SP Santé prendra la part qui ne sera pas ce sera le hors réseau en fait. Peut-être, oui, éventuellement, voilà. Tout à fait. Donc après, il y aura effectivement ce qui va être normé, donc c'est le data matrix, qui va permettre l'identification de l'assuré. Chaque complémentaire santé, en fait, notamment par exemple le médecin qui n'est pas équipé d'un lecteur va pouvoir, donc il va saisir le numéro d'adhérent, tout en sachant que chaque complémentaire santé s'est inscrit à un annuaire général pour que en fait, le logiciel, grâce à ce numéro d'adhérent, puisse identifier quel complémentaire et ensuite basculer des informations de garantie. Enfin, en tout cas, pas forcément de garantie, mais de niveau de prise en charge par le tiers payant. Exactement, tout à fait. Donc concrètement, demain, moi, assuré, je vais chez mon médecin qui est déjà complètement numérisé. Qui a fait le tiers payant. Je n'aurai plus qu'à présenter ma carte vitale et ma carte complémentaire. Et s'il est notamment secteur 1, je ne paye rien. Exactement, tout à fait. Alors, gros sujet quand même, parce qu'en termes de maîtrise des coûts, ça ne me coûte plus rien la santé. Non, alors ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller a priori, parce qu'il y a très peu de retours sur le sujet. Est-ce que ça ne va pas inciter à un peu de consommation, puisqu'on n'a plus la notion de combien coûte chaque consultation, quoi. Et même si certains ne renonçaient pas forcément aux soins, mais réfléchissaient à 2 fois à faire une consultation coûteuse, là, vu que vous n'avancez plus les frais, finalement, est-ce que ça ne va pas inciter plus qu'autre chose? Alors c'était une avancée pour les ménages qui renonçaient finalement parce qu'ils ne pouvaient pas avancer les frais, mais pour d'autres, faut faire attention que ça n'incite pas non plus trop de consommation. Après là, seule la pratique nous permettra vraiment de voir est-ce que ça fonctionne, et le déploiement, alors attention, comme on a dit tout à l'heure, très peu de médecins sont vraiment très emballés par le sujet. Ça veut dire beaucoup de médecins ne le sont pas.
Voilà, même si voilà, ils sont pas vraiment très emballés. Je pense que ce dispositif va monter en puissance, mais de façon très très lente. On ne devrait pas vraiment avoir vraiment de déploiement très significatif, je pense, avant 2-3 ans, quoi, le temps que déjà l'offre se pérennise au niveau des complémentaires santé. Enfin, on va déjà se contenter déjà de voir comment ça fonctionne auprès de l'assurance maladie obligatoire, en sachant que même si les médecins sont obligés de le faire, ils ne le font pas quand même. Donc bon. Voilà, c'est apprendre aussi, puis nous-mêmes aussi auprès du déploiement informatique, des souplesses qu'on va pouvoir prendre au fur et à mesure de la pratique. C'est quand même un chantier extrêmement important. Donc, pour en terminer avec le tiers payant généralisé, ou ce qu'on voit maintenant le TP+, parce que c'est aussi comme ça que certains l'appellent, longue vie au tiers payant généralisé. Voilà. Et puis, on vient d'apprendre le décès du CAS. Voilà, c'est dommage. Nous, on s'était habitués. Voilà. Le CAS, son cas, c'est terminé. Voilà, et un peu d'optimisme avec l'Optam. Mais optimisme de courte durée peut-être, parce que c'est un peu complexe quand même, non? Un petit peu. Alors, bon, on reste donc effectivement, le CAS qui n'avait pas trouvé son public a été supprimé par une nouvelle convention médicale qui a été signée pendant l'été. Comme quoi tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une convention médicale? Alors, c'est une convention médicale tout simplement, c'est une convention qui est signée entre l'assurance maladie et les professionnels de santé, les représentants syndicaux des médecins principalement, qui en fait prend et décliné différents engagements de la sécurité sociale, par exemple les bases de remboursement, les exigences de l'assurance maladie sur certains postes, de limitation, de dépenses, etc. Et les engagements aussi que vont prendre les médecins vis-à-vis de l'assurance maladie, par exemple pour limiter les coûts, par exemple entériner le parcours de soins, ce genre de... C'est vraiment ça, c'est vraiment encadrer l'offre de santé. Donc là, on repart sur un nouvel accord. On devrait faire un nouvel accord, bon, il y en a quand même assez régulièrement, c'est quasiment presque tous les ans maintenant. Et au détour de ce nouvel accord, on découvre que le CAS n'avait pas trouvé son public. Non, alors effectivement, la sécurité sociale a enfin admis que le CAS a été un peu un non-succès. Il était temps, mais on s'en était quand même déjà douté du fait que l'assurance maladie avait refusé de publier des chiffres sur le nombre d'adhérents, ce qui avait toujours été très suspicieux quand même. Si on avait été suspicieux sur le sujet, c'est un petit peu bizarre quand même. Alors là, apparemment, on reprend le CAS, on change le nom, on repart et ça va marcher. Alors non, c'est pas tout à fait la même chose. L'Optam, donc, qui vient remplacer le CAS, et donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est moins beau que le CAS. C'est option pratique tarifaire maîtrisée, donc bon, c'est un petit peu moins joli et c'est un peu plus lourd en bouche. Donc on a l'Optam et l'Optam Co pour les chirurgiens et obstétriciens, d'où le Co, qui donc vient remplacer le principe du CAS. Donc pour faire un mauvais jeu de mots, le CAS à la casse. Le CAS à la Et on repart sur l'Optam et l'Optam Co. Exactement. L'Optam étant censé être une version très significativement améliorée du CAS pour en fait permettre tout simplement aux médecins, plus de médecins d'y adhérer. Donc c'est une version nettement mieux, nettement plus améliorée, qui devrait vraiment rencontrer son public cette fois-ci. On va voir. Alors avant de rencontrer le public, il semblerait qu'il faille qu'on change encore nos tableaux de garantie. Alors attention, effectivement, comme on ne parle plus de CAS, on parle d'Optam, tous nos tableaux de garantie parlent de CAS, donc qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, première chose, dès qu'on m'a dit, dès qu'on a diffusé l'information, on m'a dit « Oh mon Dieu, il n'y a plus de plafond du contrat responsable, le CAS est mort, c'est super !» Alors non, on reste quand même sur les mêmes raisonnements de plafonnement de garantie, de différenciation des médecins entre ai-je adhéré au dispositif, ai-je pas adhéré au dispositif. Donc ça, par contre, on a toujours nos fameux 20%, nos 100% de l'ABR. Exactement. Etc. Donc ça, par contre, je pense que ça ne va pas du tout changer. Le compte qu'on m'a tout de suite annoncé, ça y est, c'est la révision du contrat responsable. J'ai envie de dire, je suis quand même assez sceptique sur le fait qu'on change, alors que le contrat responsable, finalement, le nouveau, il n'est même pas fini d'être déployé. Ouais. Voilà. Donc, bon, puis on aurait fait tout ce travail pour rien. Je pense que nos avis de la gestion nous en voudraient vraiment significativement. Donc non, on reste sur ce même principe, c'est tout simplement le nom qui change, qu'on devrait normalement avoir une modification du décret, une modification par décret éventuellement sur le contrat responsable, qui devrait supprimer la notion de CAS pour la remplacer par Optam, Optam Co, toujours avec ce principe de plafonnement de prise en charge pour ceux qui n'ont pas adhéré à l'Optam. Alors concrètement, j'ai combien de temps pour changer mes tableaux de garantie? Alors, faut pas et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, faut pas s'alarmer non plus. Le texte de la convention médicale a demandé et a précisé, donc les partenaires demandent au pouvoir public de considérer que les garanties qui font référence au CAS, donc contrat d'accès aux soins,
vise désormais l'Optam et l'Optam-Co. Ça permet, c'est pour faciliter la continuité. On ne va pas non plus se mettre à révolutionner tous nos tableaux de garantie. Là, en fin d'année, tout le monde n'a peut-être pas que ça à faire de rediffuser en entreprise, d'expliquer qu'est-ce que c'est, etc. Pour l'instant, on reste un peu sur un statu quo, c'est-à-dire que on reste sur des tableaux de garantie avec CAS. Ça est censé renvoyer à l'Optam lors de son déploiement. Et moi, je préférais dans ces cas-là que les tableaux de garantie soient mis à jour, mais au fil de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'inquiétude particulière de se précipiter sur une mise à jour. On peut tout à fait sensibiliser en interne aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'Optam, qu'est-ce que c'est que l'Optam-Co, mais sans forcément stresser les salariés, c'est pas vraiment gênant, en tout sachant que c'est bien évidemment sous réserve que même est suivi le déploiement du CAS. Donc CAS, ça a été, je me souviens, c'était assez compliqué. Alors du coup, concrètement, c'est quoi le principe même de cette Optam et cette convention? Alors la convention, en fait, elle est venue vraiment viser 3 thèmes principaux. Donc c'est conforter, faciliter l'accès aux soins, le sujet de la tarification, donc notamment par l'intermédiaire de l'Optam, donc avec les honoraires de consultation et les dépassements autorisés. Donc c'est les bases de remboursement, les pratiques de dépassement, qu'on va voir aussi un peu plus loin, et donc l'organisation des relations entre les médecins conventionnés et l'assurance maladie, ici dans un souci toujours de simplifier les relations pour que ça soit le plus fluide possible, le plus automatisé, pour éviter justement qu'il y ait des incompréhensions et des blocages entre caisses d'assurance maladie et médecins. Et puis malgré tout, on a des évolutions qui sont négociées avec les médecins, parce que quand on parle des impacts, il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui. Exactement, il y a quand même des efforts qui ont été faits par l'assurance maladie dans cette convention qui ne sont pas négligeables. L'assurance maladie, elle investit, même là on peut le voir dans le premier encart en bas. L'assurance maladie, elle déploie 960 millions d'euros par année pour déployer cette convention à terme. Donc c'est quand même une somme qui est tout à fait non négligeable. Mais ça ne va pas être suffisant. Alors, rappelons quand même comment elle a été financée, parce qu'on avait à l'époque, de mémoire, 2,50 € à la charge des assureurs, enfin des porteurs de risque. Des porteurs de risque. Et effectivement, lorsqu'on a mis en place la pratique des dépassements maîtrisés et aussi des nouvelles conventions médicales, dès 2013, si j'ai bonne mémoire, on a créé donc cette contribution à la charge des organismes complémentaires santé, qui était fixée initialement à 2,50 €. Alors, un appel à la solidarité des assureurs. Voilà, tout simplement pour financer, en fait, d'une certaine façon, le plafonnement des dépassements d'honoraires des médecins qui, finalement, devrait aboutir à ce qu'ils remboursent moins. Donc, on leur demande un petit effort pour financer, finalement, ce plafonnement de garantie qui devrait eux-mêmes les amener à rembourser moins. Et cette contribution, elle était annoncée donc à 2,50 € par an par bénéficiaire qui consultait leur médecin traitant, susceptible d'aller au maximum jusqu'à 5 €. Donc bon, je vous l'annonce tout de suite, ça fait 2 ans déjà maintenant qu'elle est à 5 €. Voilà. Elle a connu, je crois, 2 ans à 2,50 € et elle est basculée automatiquement à 5 €. Et il est peut-être annoncé que d'ici 2019, elle pourrait même le tripler. Justement pour subvenir aux besoins des médecins pour appliquer le plafonnement. Alors on n'a pas de chiffres aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais oui, il est question de tripler cette contribution. Donc, attention, elle est à la charge des organismes complémentaires santé. Le texte de loi est très clair sur le sujet, donc il faut faire attention à ce que les assureurs n'essayent pas quand même de la répercuter sur les assurés discrètement. Voilà. Et en contrepartie, en fait, il y a quand même des discussions qui ont été faites avec les praticiens et on révise certains tarifs de consultation. Exactement, on revalorise les tarifs de consultation pour les médecins, c'est quand même assez intéressant. Donc la consultation du généraliste, elle passera à 25 € contre 23 € actuellement. Donc c'est quand même assez intéressant pour le médecin. C'est ce qu'il demandait d'ailleurs. À partir du 1er mai, à partir du 1er mai 2017, mais attention, c'est que pour les médecins du secteur 1 ou ceux qui ont souscrit à l'Optam pour ceux qui ne sont pas du secteur 1. Donc en fait, les gens qui sont conventionnés. Exact. Alors, pas juste conventionnés, mais c'est surtout secteur 1, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'autorisation de pratiquer des dépassements d'honoraires. Alors ça, c'est à partir du 1er mai 2017. Ensuite, on a la consultation coordonnée. Si tu peux nous rappeler un peu. Alors, c'est lorsque le médecin traitant, en fait, adresse un patient à un spécialiste. C'est le parcours, c'est quand vous respectez votre parcours de soins coordonnés, c'est-à-dire que pour aller voir un certain type de spécialiste, vous n'y allez pas directement, vous passez d'abord par votre médecin traitant qui vous réfère à ce moment-là
si vous respectez bien ce parcours, la base de remboursement de cette consultation, elle se passera à 30 € au lieu de 28, toujours pour les médecins qui ont souscrit à l'Optam, parce qu'on veut vraiment inciter ici à ce que les médecins adhèrent, donc avec une base de remboursement qui est mieux remboursée, donc c'est vraiment une incitation financière. Donc concrètement, je suis en secteur 1, je suis à 30 €, oui. Je suis en Optam, j'ai ma base de remboursement à 30 € et je peux faire des dépassements. Exactement. Qui seront remboursés aussi en fonction de ces 30 €. Voilà. Je suis pas Optam et rien du tout en convention. Je reste à 28 €. Exactement, je reste à ma base de remboursement initiale. Alors ensuite, une incitation financière. Voilà. Donc ici, dès le 1er avril 2017, une incitation proposée aux médecins correspondants qui réalisent une consultation dans les 48 heures qui suivent l'adressage par le médecin traitant. C'est-à-dire si le médecin traitant vous adresse à un collègue et dit, même pas une urgence, mais il vous reçoit rapidement. Ouais. Voilà, pour éviter en fait tout simplement que lorsque vous êtes adressé à un autre médecin, vous ayez un rendez-vous dans 3 mois. Là, on vous demande, plus vous êtes reçu rapidement finalement, et bien plus c'est intéressant, et à ce moment-là, vous avez une majoration de 15 €, c'est non négligeable, et bien évidemment à condition que le médecin pratique des tarifs opposables, c'est-à-dire Optam. Et ça, les 15 €, c'est payé par qui? Par la Sécurité sociale? Par la Sécurité sociale et la complémentaire? Alors, non, ce sera, cette majoration, elle va au médecin, hein. C'est l'incitation financière proposée aux médecins, donc cette incitation, elle sera versée par la caisse d'assurance maladie. D'accord. Alors ensuite, pour les avis ponctuels. Donc ça, un médecin traitant demande, il a un doute sur un quelconque traitement, donc il réfère à un spécialiste. Cette consultation, la base de remboursement passe de 46 à 48 € au 1er octobre 2017, puis à 50 € au 1er juin 2018. Et je devais vérifier est-ce que c'était Optam ou pas Optam, et j'ai toujours pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Bon, j'ai plutôt l'impression qu'on restera quand même sur une idée de favoriser l'Optam, hein, quand même, malgré tout, donc ça suivre. Donc ça montre bien vraiment l'effet de négociation avec les professionnels de santé qui demandaient une revalorisation. Exactement, donc elle est accordée, mais dans des conditions encadrées. Voilà. Et puis pour les pathologies complexes, voilà. Là aussi une revalorisation. Exactement, on passe à 46 € et voire même 60 € sur des consultations très complexes pour améliorer les bases de remboursement. Et puis, alors ça c'est très nouveau, c'est le forfait patientèle. Exactement, c'est un forfait, en fait ici il est question d'évaluer en fait la patientèle du médecin pour voir bien qui le consulte. Donc ça sera l'âge, la pathologie, les situations de précarité, situations sociales. Donc dans le cadre du suivi et de la coordination des soins, ce sera notamment un outil apparemment qui va être utilisé pour aussi déterminer les plafonnements de dépassement pour ceux qui adhèrent à l'Optam. Effectivement, on va quelle est l'enveloppe en fait de dépassement? Exactement, qu'est-ce qui est cohérent avec sa patientèle, etc. Donc pour l'instant, bien évidemment, ce sera déployé qu'à partir de janvier 2018, parce qu'il faut quand même un minimum de recul pour l'évaluer. Et donc, pour l'instant, on a un montant forfaitaire à peu près de 15 000 € par médecin qui sera plus ou moins défini ou ajusté en fonction des différents patients du médecin. Très bien, alors du coup, vive l'Optam et puis... Et on verra ce que ça donne, voilà, tout en sachant que pour l'instant, la convention médicale, elle n'a pas été signée par beaucoup de syndicats de médecins et elle n'a pas non plus été signée par l'UNOCAM, qui est l'union des organismes d'assurance maladie complémentaire, donc les assureurs, les institutions de prévoyance, les mutuelles, qui ont préféré ne rien signer pour l'instant, parce que c'est beaucoup de mesures un petit peu en l'air, et avec se demande s'il y aura le risque des 15 € payés en fin de parcours. Exactement, donc elle se demande est-ce qu'il y a beaucoup de mesures qui ne sont pas très convaincantes, est-ce que ça va vraiment changer les choses, oui ou non. Donc pour l'instant, c'est pas un refus de signer, c'est plutôt on attend de voir et on signera peut-être plus tard. Mais ça va s'appliquer. Ça va s'appliquer quoi qu'il arrive, exactement. Alors, tu nous avais fait un petit teasing en décembre dernier avec Pascal sur l'article 4 de la loi E20. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement à quoi ça sert cet article 4 de la loi E20? Exactement. Alors, l'article 4 de la loi E20, c'est une obligation dans le cadre, ici on va parler que des contrats collectifs obligatoires. Pardon. Donc, dans le cadre de tout contrat collectif obligatoire, après la sortie du salarié, lorsqu'il quitte l'entreprise, il va
il va être en mesure de bénéficier en fait d'un contrat complémentaire santé qui sera relativement identique ou très similaire à celui dont il bénéficiait en tant qu'actif. Donc ça, ce sont toutes les personnes qui bénéficient d'un revenu de remplacement, donc c'est-à-dire les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui sont en invalidité, les personnes qui sont bénéficiaires de l'assurance chômage, donc c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas actives pour l'instant, c'est-à-dire qui n'ont pas d'emploi rémunéré, et c'est pour permettre finalement à ces personnes qui n'ont pas forcément un profil d'assurance très favorable de s'assurer ou de continuer de disposer d'une couverture santé finalement assez correcte, assez abordable pour eux. C'est quand même un petit peu important. C'est une loi en fait qui est un peu précurseur de l'ANI finalement, parce qu'elle date de 89 et c'était ce qui existait avant l'ANI en frais de santé uniquement, quoi. Alors, en fait, ça faisait porter aux assureurs une grosse charge, en fait, parce qu'il y avait une contrainte financière. Exactement. Avec des coûts de santé qui pouvaient exploser. Voilà, il fallait reprendre une population pas forcément très intéressante à assurer, qui pouvait être sensible à des problèmes de santé, par exemple une population vieillissante, ou déjà malade en invalidité, donc qui nécessitait déjà des soins. Et surtout, l'idée du législateur était quand même d'offrir à cette population une garantie de soins vraiment intéressante, équivalente à ce qu'ils avaient, mais à un prix très raisonnable. Donc, alors, moi je me rappelle, Florence, que tu nous avais dit, on va plutôt rester sur ce fonctionnement, le conforter, et puis finalement, voilà. Une deuxième version de décret qui change complètement les choses. Exactement. Donc la première version, en fait, finalement, elle venait un petit peu entériner l'existant qui avait toujours été un peu en flottement, parce que principalement le sujet venait du fait que la cotisation qui était due dans le cadre de cette couverture santé devait être plafonnée à 150% du tarif moyen des actifs. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas pratiquer, pour respecter l'obligation au titre de cette loi, pratiquer un tarif au-delà. Donc après, c'était toujours posé la question, bien, qu'est-ce que c'est qu'un tarif moyen, déjà d'une, et ensuite, est-ce que ce tarif moyen était viagé, oui ou non? Donc, ça avait toujours fait beaucoup de débats, et on avait le pendant aussi qui était, quelle garantie? Les garanties des actifs, les mêmes, similaires, c'est pas tout à fait la même chose, et combien de temps? Un terrain de jeu pour les juristes, en fait. Alors, c'est pas sérieusement, parce que c'est pas vraiment non plus une partie de plaisir, et c'était agrémenté de jurisprudence plus ou moins suivie, des cours d'appel, donc c'était toujours un petit peu compliqué de savoir exactement où on était, tout en sachant que prendre un tarif viagé à 150% de celui des actifs pour une personne, par exemple, vieillissante, un retraité, c'est souvent ce type de profil qui se trouve dans ce type de produit, eh bien, financièrement, c'est très difficilement tenable pour l'assureur, parce que tant que vous êtes en général, tant que les personnes sont jeunes retraités, la consommation médicale n'est pas trop significative. Mais ça s'accélère très vite. Et ça s'accélère à partir d'un certain âge. Ça peut doubler, tripler, voilà. Et derrière, le régime devient complètement déficitaire parce que les garanties sont soit trop élevées, pas forcément très adaptées, et souvent l'assureur avait pas forcément d'autre choix que de mettre en solidarité ce contrat avec celui des actifs. Et à ce moment-là, c'était un petit peu les actifs qui renflouaient les personnes qui étaient déjà parties de l'entreprise. Alors c'est tout à fait possible parce que socialement, on peut le choisir. Ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens, on peut vouloir protéger ces populations-là, c'est aussi récompenser les salariés qui ont œuvré dans l'entreprise, mais il faut que ce soit un choix. Moi, j'insiste sur le fait, il faut le choisir, sinon, ne pas le faire en connaissance de cause, c'est un peu dommage. Alors, cette obligation viagère, c'était le premier projet de décret qui confirmait notre histoire précédente, et là, le premier virage à 180 degrés. Exactement, le premier projet de décret lissait même l'augmentation à 150% sur 3 ans et maintenait ce dispositif viagé indéfiniment. Donc, ça avait fait hurler les assureurs qui disaient mais c'est encore pire qu'avant, c'est encore moins tenable. Là, c'est juste mission impossible, alors ça marchait pas déjà avant, alors là, c'est pas prêt de marcher non plus. Donc, énorme lobbying des assureurs, et là, finalement, on a un projet de deuxième version qui est sorti, et alors là, par contre, moi, la première fois, en lisant le texte, je dis mais je vois pas la différence entre l'ancien et le nouveau. Et en fait, en relisant plusieurs fois, je me suis dit mais il y a un mot qui m'a un peu interpellée.
Et effectivement, on garde cette idée de lissage du tarif sur les 3 ans, c'est-à-dire que la première année, lorsque vous êtes susceptible de bénéficier de la loi E20, vous allez payer le même tarif que les actifs, donc c'est participation employeur et participation salariée, là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc il y a au moins un doublement de la facture. Il y a au moins un doublement, sauf si l'entreprise souhaite financer un petit peu, mais c'est de plus en plus, c'est pas très courant parce que c'est un engagement viager, donc c'est un engagement très lourd, il faut quand même le faire en connaissance de cause. Et c'était un lissage, donc la première année, le même prix que les actifs, en cotisation totale. La deuxième année, une majoration maximum de 25%. La deuxième année, la deuxième année majorée de 25%. Et la troisième année, majorée au maximum de 50%. Donc ça, c'était ce lissage reste. Toutefois, ce qui est vraiment intéressant dans cette dernière version, c'est qu'au-delà des 3 ans, il n'y a plus aucune contrainte en matière de tarification. Donc là, le sujet du 150%, combien de temps on est obligé de le maintenir, ça, cette question, elle est définitivement tranchée. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 ans, la notion de 150% du tarif, disparaît complètement. Et à partir de ces 3 ans, finalement, les assureurs peuvent faire ce qu'ils veulent et voire même tarifer finalement au réel. Et c'est que certains contrats, potentiellement, peuvent exploser en matière de coûts. Donc pour le moment, ce n'est qu'une version de projet. Ce n'est qu'un projet de décret, c'est-à-dire qu'on passe un peu d'un extrême à un autre. Donc certains assureurs ont été ravis de voir ce décret, mais finalement ça change tellement le dispositif du tout au tout, et finalement on perd un peu cet esprit de couverture et de protection qu'avait initialement la loi E20. Sachant que tu nous avais dit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2016, l'année dernière, qu'il y avait déjà cette réflexion-là en cours, mais qu'il y avait également une volonté de réfléchir sur la couverture santé pour les seniors. Exactement, il y avait en parallèle un autre dispositif qui était pour les personnes de plus de 65 ans, un dispositif de couverture pour les seniors qui bénéficiait d'une aide. Alors, au fur et à mesure des échanges et des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière, cette exonération, c'est un petit peu réduit à peau de chagrin. Elle est de 1% des cotisations d'exonération fiscale. Bon, c'est pas rien non plus, mais c'est pas fantasmagorique non plus. C'est pas incitatif pour les assurés. Pour les assurés, à mon sens, c'est pas vraiment très incitatif. Non. Et surtout, le cahier des charges de ce projet de couverture est sorti, et les garanties sont très faibles, mais surtout les primes, les premières années sont aussi très faibles, et les assureurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas tenir une ligne de conduite de la sorte, que éventuellement les tarifications qui étaient proposées étaient cohérentes avec ce qui se pratiquait sur le marché pour ces mêmes populations à partir de 80 ans. Donc on avait quand même un trou d'une quinzaine d'années qui posait problème. Surtout, donc, les assureurs ainsi que les institutions de prévoyance ont indiqué qu'elles ne pouvaient pas tenir une tarification de la sorte, c'était pas possible. Et éventuellement, donc, tout le monde s'est tourné un petit peu vers la mutualité, qui était peut-être plus susceptible, plus d'expérience et beaucoup plus de produits individuels de la sorte. Toutefois, eux, ils se sont montrés contre ce projet. Philosophiquement, d'ailleurs. Philosophiquement, exactement. Le directeur de la mutualité a indiqué que lui, il était contre ce projet. Il estimait que ça aboutissait à une segmentation des populations. Et une démutualisation d'ailleurs. Exactement. L'inverse de l'inverse du souhait. Même de exactement, la tout à fait. Il estimait qu'on était en train de couper en couches les différentes couvertures, et que finalement, si on isolait ce type de population, finalement, une mutualisation s'avérait être complètement impossible. Il n'y avait plus de solidarité intergénérationnelle. Exactement. La mutualité s'est prononcée contre l'esprit même de ce dispositif, et je trouve que finalement l'argument qui sont développés n'est pas non plus complètement tiré par les cheveux, c'est assez réaliste, et finalement les retraités ou les personnes plus âgées ou les personnes en invalidité ont tout intérêt à être mutualisées avec des personnes actives qui peuvent moins consommer. Donc en conclusion, un projet de décret sur cet article 4 loi E20, des réflexions sur ce fameux contrat labellisé. En fait, rien de vraiment qui aboutit. Pour l'instant, non. Donc, à surveiller. À surveiller. Alors, des consultations publiques sont censées être en cours sur ces deux projets de décret, mais je ne les ai pas vus passer. Alors, je ne sais pas si c'est toujours en cours, si ça a été abandonné ou pas. Donc, on surveille et on garde ça à l'œil, tout en sachant que l'administration a tout de même énormément de projets de décret à sortir.
Donc, est-ce qu'elle ne va pas être un peu noyée par tous les chantiers qu'elle a déjà en cours, surtout dans une année préélectorale. Exactement, voilà. Qui va être chargée. Des mesures de segmentation, d'isolement de certaines populations, c'était pas très très vendeur. Voilà. Alors, on va rester là avec nos inactifs et puis on va repasser à la loi travail. Et puis, ce que tu as regardé, c'est plutôt en quoi la loi travail pouvait modifier nos formalités, nos modalités de négociation. Alors, d'abord, la négociation collective de branche. Alors exactement, on a essayé de faire un petit peu un tri dans la loi travail sur les thématiques qui étaient susceptibles de nous intéresser en protection sociale, hein, parce que le texte est très dense, n'a pas arrêté d'évoluer, donc ça a été assez difficile, assez sportif de le suivre, hein, parce qu'il passait du tout au tout. Bon, je dois dire qu'à la troisième version, j'ai arrêté jusqu'à la dernière, hein, parce que je me suis dit que c'était finalement une perte de temps, d'analyser des trucs qui finalement n'étaient pas entérinés. Ouais. Voilà, avec des millions d'amendements, c'était un petit peu surréaliste. Donc finalement, puis sans savoir vraiment ce qui allait passer, pas passer, c'était assez compliqué. Donc les thèmes ici qu'on a pu voir se dégager, qui sont susceptibles de nous intéresser, donc c'est premier point, la négociation collective de branche. Donc ici, on va avoir le déploiement et la mise en place de ce qu'on va appeler un ordre public conventionnel, dont va faire partie la protection sociale complémentaire, donc PSC, hein, on a la question hier ou avant-hier. Avant-hier. Donc ici, on va avoir donc cet ordre public conventionnel, ça va sur une dizaine de thèmes. Donc ce sont des règles, il faut absolument négocier sur ce genre de sujet. Alors c'est la branche va négocier sur ces sujets obligatoirement, si elle ne l'a pas déjà fait. Donc c'est des thématiques, donc c'est protection sociale, égalité hommes-femmes, rémunération, congés payés, etc. Et les entreprises, donc sur ces thèmes, ne pourront pas prévoir d'accords collectifs moins favorables. Donc ça veut dire que ce sera possible sur d'autres thèmes, par contre. Et du coup, l'État dit, vous avez 2 ans, je mets ça à l'ordre du jour de négociation, vous devez le faire. Tout le monde doit entamer des négociations, notamment sur les points peut-être qui n'ont pas été traités. Après, certaines branches sont plus ou moins en avance sur différentes thématiques, hein, mais elles devront donc à minima définir, donc au moins en protection sociale, qu'est-ce qu'elles entendent par différents types de couverture, santé et prévoyance, si ce n'est pas déjà fait. Après, là, vous avez aussi une multitude de modalités. On peut se contenter de définir une participation minimale employeur, certains types de courir à minima certains types de garanties. Vous allez avoir on peut aller très, très loin avec des cotisations, des garanties, des dispenses, etc. C'est très, très aléatoire en fonction des branches. En tout cas, il faut commencer à en discuter. Exactement, si on n'en a pas déjà une. Et un rapport devrait être édicté par chaque branche. Exactement, sur où elles en sont de leur avancement. Donc c'est impératif d'avancer et de négocier parce que sinon, il y a le prochain point. En fait, si vous n'avancez pas suffisamment, on estime finalement que votre branche elle est un petit peu au point mort. Et que les gens ne négocient pas, qu'il n'y a pas d'échange. Qu'il n'y a pas d'échange. Et donc finalement, que aussi on va se poser la question, est-ce que l'existence même de la branche est-elle pertinente puisque vous n'avancez pas au niveau des négociations collectives ou qu'on n'en ressent pas le besoin, et donc à ce moment-là, on va se dire il va y avoir des fusions de branches les unes avec les autres. Avec un objectif qui est très clair, hein. Aujourd'hui il y a 924 CCN. Tout à fait. Et 2019, on passe à 200. Alors, l'objectif, c'est un objectif, attention. Hein, moi, je trouve ça extrêmement optimiste. Hein, passer de 924 à 200... on va dire que c'est ambitieux. C'est très, très, très ambitieux. Bon, tout en sachant tout de même que ça reste potentiellement réalisable, puisque c'est le ministère du Travail qui pourra engager des procédures de fusion. D'accord. Mais donc, il est essentiel ici de surveiller les CCN, déjà notamment du fait de cet ordre public conventionnel et aussi du fait de potentiellement des fusions, des rapprochements. On peut déjà voir en pratique certaines branches qui se rapprochent. À titre d'exemple, moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps la branche du transport se rapprocher de celle du déchet. Et on peut même imaginer qu'elle peut peut-être se rapprocher de l'automobile, par exemple, pourquoi pas, ce sont finalement des secteurs qui se ressemblent. On a vu aussi l'agroalimentaire se rapprocher très significativement, où vous avez maintenant des accords pour, par exemple, 5 CCN, tout ensemble. Donc, pourquoi pas, on va avoir cette harmonisation. Donc ça, concrètement, ça va avoir des impacts sur la protection sociale complémentaire, parce que ça fait partie des
sujet d'ordre public conventionnel, mais ça peut avoir d'autres impacts aussi pour nos clients. Exactement, donc il faut suivre un petit peu sa convention collective, voir est-ce que sa convention va être fusionnée avec une autre, et tout en sachant que le ministère du Travail peut engager les procédures de fusion, et une fois la fusion lancée, les organisations syndicales des différentes CCN qui peuvent être fusionnées auront 5 ans pour définir un statut conventionnel commun, harmonisé entre là où les conventions qui sont rapprochées, et si ce n'est pas le cas ou s'il n'y arrive pas, on a la solution, c'est pas grave. Le ministère va toujours définir une branche de rattachement. C'est une branche, finalement, ce sera la branche qui est peut-être la plus aboutie ou la plus avancée sur le sujet. Et à ce moment-là, là où les conventions collectives vont être fusionnées avec, on appliquera la branche de rattachement. Donc là, il y a une vraie incitation au dialogue. Hein. Exactement. Là, on veut tout à fait la loi travail, c'est le dialogue, c'est le mettre à l'honneur la négociation collective, tant au niveau de la branche, mais aussi vraiment au niveau de l'entreprise. Alors, évitez de vous endormir aussi, parce que là, la durée des accords collectifs, elle va être encadrée. Voilà, exactement. Là, par contre, on va vraiment à l'encontre de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Avant cette loi, eh bien, lorsque vous ne mentionnez aucune mention particulière sur la durée de vos accords, il était automatiquement à durée indéterminée. C'était automatique, et donc pour avoir un accord à durée déterminée, il fallait expressément le prévoir en tant que tel. Dorénavant, eh bien, c'est l'inverse. Si vous ne mentionnez rien, à ce moment-là, votre accord, il a une durée de vie de 5 ans. Maximum. Avec l'obligation, du coup, de revisiter l'accord. Exactement. Donc, tous les 5 ans, enfin, même, je dirais même avant, il faut impérativement renégocier, re-signer quelque chose. Il reste toujours possible de négocier un accord à durée indéterminée, ça c'est tout à fait possible, mais donc ça devra expressément être prévu dans l'accord, et il faudra aussi préciser en fait. Voilà, comment on va réorganiser assez régulièrement la rencontre avec les syndicats, relancer les négociations. On veut éviter finalement de signer des accords qui ne sont jamais renégociés, jamais renouvelés. Très bien. Alors, dénonciation des accords, aussi beaucoup de choses qui changent. Exactement. On a là quelque chose d'assez intéressant finalement. Dorénavant, il est possible d'entamer des négociations, même de signer un accord de substitution pendant la période de préavis d'un accord collectif. Alors, vous ne pouvez pas faire jusqu'à présent? Non. Pour mémoire, en cas de dénonciation d'un accord collectif, soit c'était une dénonciation d'un des parties signataires, ou soit en cas de fusion-absorption, par exemple, qui a entraîné une modification de la situation de l'employeur, l'accord était dénoncé, et on pouvait commencer à entamer les négociations, mais on ne pouvait rien signer pendant la période de préavis de l'accord collectif, qui est habituellement donc de 3 mois, et vous aviez un délai de surveillance de 12 mois, qui est le fameux 15 mois qu'on connaît. Et on ne pouvait rien signer pendant la période de préavis de 3 mois, c'était un petit peu dommage, surtout si quelque chose était prêt finalement. Donc maintenant, on va pouvoir signer presque tout de suite, on dénonce l'accord, on peut presque re-signer quelque chose dans les 3 mois qui suivent, comme ça la négociation collective, elle n'est pas ralentie et elle n'a pas l'occasion, par exemple, de se figer, de se cristalliser sur des points de distinction, de conventions différents. Alors, deuxième point, la notion de maintien des avantages individuels acquis, c'était un sujet de jurisprudence sur lequel on est très attentif. Alors, c'est une notion de jurisprudence qui a été créée par celle-ci, où la jurisprudence définissait qu'est-ce qu'était un avantage individuel acquis, un petit peu au cas par cas en fonction des décisions. Donc c'était un peu d'insécurité juridique parce qu'on ne savait pas vraiment, tant que la jurisprudence n'était pas prononcée sur le sujet, est-ce que ça ou ça c'est un avantage individuel acquis, il y a toujours un peu de flottement. Ouais. Voilà. En matière de protection sociale, la jurisprudence n'est jamais prononcée sur le fait, est-ce que, par exemple, la participation de l'employeur ou la hauteur des garanties, est-ce que c'était oui ou non un avantage individuel acquis? Un peu d'incertitude là-dessus, on n'en savait vraiment rien. Sachant que cette notion, elle intervient lorsque l'entreprise n'arrive pas à signer un accord de substitution au bout du délai de 15 mois dont on vient de parler, eh bien, on avait ce qu'on appelait le maintien des avantages individuels acquis. Et donc, quand vous dénoncez un accord de protection sociale, eh bien, est-ce que, au-delà de cette dénonciation, est-ce que vous étiez quand même engagé à maintenir à minima les garanties ou à minima votre participation financière? C'est un petit peu compliqué. Et là, la loi travail vient Alors, la loi travail, elle vient trancher. Elle dit au revoir les avantages individuels acquis, une notion pas vraiment très sécurisée juridiquement. Pour personne d'ailleurs. Ouais. Sauf quand c'était tranché par la jurisprudence, mais on n'est jamais à l'abri d'un revirement aussi, donc bon, c'était un petit peu flottant.
on la remplace et donc par la notion de maintien de la rémunération en application de l'accord dénoncé. La rémunération, c'est celle qui est visée à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale. Donc, c'est tout ce qui est soumis à cotisation de sécurité sociale, mais aussi tout ce qui est déductible. D'accord. Et donc, notamment, la participation financière de l'employeur au régime de prévoyance, parce que celui-ci peut faire l'objet d'une déduction de l'assiette de cotisation. Donc finalement, en protection sociale, cette définition n'est pas vraiment très intéressante, parce que là, elle nous pose du côté, c'est un avantage. Donc, on a discuté, est-ce que ça pourrait être aussi une question de garantie? Vu que là, on parle vraiment de rémunération, pour moi, c'est vraiment la participation financière de l'employeur. Mais il est toutefois question de savoir, est-ce qu'on doit faire une application littérale de cet article? Oui ou non? Parce que, on a des échos finalement que... en fait, le législateur, il a oublié finalement que la protection sociale, et donc le financement de l'employeur au régime de prévoyance, faisait partie de cette définition. Pour une fois qu'il oublie que c'est... Voilà, donc ce serait peut-être un oubli finalement, et donc que la protection sociale ne ferait pas partie de cette notion de maintien de la rémunération. Bon, il y a un peu de flottement sur le sujet, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, si on fait une application stricte du texte, ça en fait partie. On verra si derrière on a des assouplissements, oui ou non. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions par rapport à ce que nous explique Florence, n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement par chat. En haut à droite de votre écran, vous avez une petite fenêtre de chat. N'hésitez pas à nous poser vos questions, puis on essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure des explications, soit à la fin de ce webinaire. Alors, autre sujet dans le cadre de la dénonciation des accords, n'est pas certain que... oui, donc voilà, excusez-moi, on avait oublié de le passer. Oui, c'était surtout le sujet suivant, c'est ça en fait qui nous paraissait très intéressant, ce sont de nouveaux types d'accords qui n'existaient pas et qui ont peut-être simplifié, clarifié certains passages. Alors, vous avez effectivement, en cas de fusion-absorption, vous avez l'obligation derrière de signer, si vous avez un accord collectif, l'obligation de signer un accord de substitution à l'issue d'un délai de 15 mois. Et au-delà, maintenant, on aura la notion de maintien de rémunération. Cet accord de substitution, des fois, c'était toujours un petit peu compliqué à signer, incertitude. Et dorénavant, vous avez en surplus de cet accord de substitution qui vous permettait en fait d'assurer la transition en fait entre l'ancien et le nouveau. Vous avez deux types d'accords complémentaires qui peuvent être conclus, qui sont l'accord de transition ou d'anticipation et l'accord d'harmonisation. Alors pour tout vous dire, moi j'ai un peu l'impression, en lisant le texte, j'ai eu cette impression que finalement, ces deux nouveaux types d'accords, en fait c'est un peu l'accord de substitution mais coupé en deux. Alors explique-nous un peu, parce que mais il y a notamment... tu utilises quoi quand? Alors, vous avez notamment, en fait, c'est principalement, moi je trouve celui qui est vraiment très intéressant, c'est le premier, c'est l'accord de transition ou d'anticipation, parce qu'il peut être signé entre les employeurs des entreprises concernées par l'opération et les organisations syndicales de l'entreprise qui envisagent le transfert des salariés. Donc ça va être signé entre les organisations syndicales de l'entreprise qui est concernée par l'opération de fusion et par le repreneur. Alors concrètement, je suis dans une société A qui rachète une société B. B, exactement. J'ai pas encore commencé à faire l'opération effective, mais je peux... Avec l'employeur de la société B, je peux commencer à négocier avec les salariés de la société B. Les syndicats, exactement. On peut commencer déjà, en fait, le repreneur peut déjà envisager de négocier finalement avec les organisations syndicales qui existent dans l'entreprise qu'il va absorber ou qu'il va reprendre. Donc je gagne du temps en fait. Finalement, oui, on gagne du temps et on peut déjà décider qu'est-ce qui va advenir au moment de cette opération. Donc ici, l'accord de transition d'anticipation, vraiment, il a pour objet, lui, de faire un peu comme des groupes fermés, si vous voulez. Donc, il est applicable uniquement aux salariés transférés, forcément, puisque les organisations syndicales, c'est celle de la société transférée, donc on ne va pas couvrir les autres salariés, ce serait pas, mais ces représentants syndicaux n'ont pas de... Mais en revanche, c'est intéressant parce que c'est sécurisant pour les salariés que je suis en train d'absorber. Et je peux aller jusqu'à 3 ans de période transitoire en fait. Exact. Alors c'est 3 ans pendant lesquels vous allez pouvoir finalement conserver les dispositifs existants ou les aménager de façon progressive pour que finalement la transition entre ce qu'ils avaient avant et ce qu'ils vont avoir dans le futur se passe le plus doucement possible. D'accord. Donc c'est plus ou moins intéressant. Par contre, donc cet accord de transition ou d'anticipation, il est d'une durée maximale de 3 ans. L'idée c'est quand même de ne pas conserver ces groupes fermés indéfiniment, puisque finalement
ça n'a pas vraiment de sens, vous n'allez pas avoir différents régimes. Si vous multipliez les opérations d'absorption, par exemple, vous n'allez pas avoir 5 régimes différents dans votre société. Au sein de l'entreprise devient compliqué. Exactement, et puis au niveau de la rémunération, de la gestion de la paye, c'est devient compliqué en tant que tel. Alors, le deuxième nouvel accord, c'est l'accord d'harmonisation. Voilà, là, c'est totalement différent. Alors, l'accord d'harmonisation, il recoupe quand même un petit peu ce qui était en matière d'accord de substitution. Il porte très bien son nom. C'est conclu entre les employeurs et les organisations syndicales dans l'entreprise concernée par l'opération de fusion. Il se substitue aux accords mis en cause et révise ceux de l'entreprise dans laquelle les salariés sont transférés. Donc là, en fait, c'est l'intégralité des représentants syndicaux, l'intégralité des employeurs qui vont travailler ensemble. Qui vont travailler sur une harmonisation pour que finalement, une fois le transfert opéré, eh bien, tout le monde ait la même chose. Donc, opération vraiment intéressante. Les deux nouveaux statuts de ces accords permettent vraiment d'être des outils intéressants qui vont correspondre à des situations différentes. En fait. Voilà, et si on n'est ni dans un cadre ni dans l'autre, on reste quand même toujours avec la possibilité d'avoir notre accord de substitution un petit peu classique qui nous permet aussi de faire un peu d'harmonisation, éventuellement peut-être un peu de fermé. Donc voilà, il y a toujours un petit peu cette... Donc c'est les 3 accords qui se déclinent, on va voir est-ce qu'ils sont vraiment utilisés ou pas, et est-ce que derrière on a des décrets d'interprétation, d'application sur le sujet qui peuvent montrer plus ou moins de souplesse. Donc concrètement, que ce soit un accord de substitution, un accord de transition d'anticipation ou un accord d'harmonisation, je peux le faire même avant la période de préavis. Exactement. Enfin, pendant la période de préavis. Pendant la période de préavis, il n'y a pas de difficulté là-dessus, j'entame mes négociations, je peux signer. Bon après évidemment, j'imagine que l'accord de transition va prendre quand même un minimum de temps à être signé, voilà. Et bien évidemment, ils prendront effet à compter de la date de l'opération. Donc des mesures qui sont plutôt positives dans le cadre d'une négociation avec les salariés qui simplifie un peu la vie. Exactement, tout à fait. L'objet, c'est vraiment de faciliter la négociation et les opérations de rachat et de fusion qui finalement deviennent assez quand même récurrentes. Alors toutes ces mesures dont tu nous as parlé jusqu'à présent, c'est la loi travail, donc elles sont effectives. Et puis il y en a une qui est encore en discussion ou pas complètement validée. Où est-ce qu'on en est? Alors, c'est un assouplissement de la négociation collective pour les entreprises sans délégués syndicaux. Alors ça, c'est assez intéressant dans le sens où quand vous n'avez pas ou plus de délégués syndicaux, la négociation collective elle est compliquée. Et signé à l'époque un accord collectif avec son comité d'entreprise, c'était soumis à une commission paritaire de branche qui, elle va être supprimée, donc c'est un soulagement, parce que c'était une procédure assez compliquée et un peu dure à porter. Ça faisait sortir le discours, le dialogue social de l'entreprise. Voilà, et puis c'était, exactement, il y avait une procédure un petit peu compliquée à suivre, c'était pas simple. Donc, on va pouvoir avoir des assouplissements sur le sujet, toutefois, cette disposition-là, elle est conditionnée en fait à la publication de décrets d'application sur la loi Macron et la loi Rebsamen, notamment, qui est venue modifier, je crois, l'année dernière, le droit du travail. Donc cette disposition, en fait, elle ne peut pas entrer en vigueur parce que d'autres ne le sont pas encore. Donc un peu d'incertitude, mais ça va arriver. Alors, ces dispositions-là, elles sont un peu temporairement mises de côté. On verra en fonction des différents décrets qui peuvent impacter, des décrets d'application, notamment sur la loi Rebsamen, principalement, qui impactent le sujet. Alors, on est un peu en retard, donc on va passer maintenant au premier regard sur le PLFSS. Alors, on le disait, c'est un bébé tout lisse pour le moment, mais il commence à grossir, à grandir. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en retirer dans les sens aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour l'instant, effectivement, c'est un projet un petit peu lisse. Il n'y a pas de mesures très transcendantes, en tout cas pas qui nous intéressent, on va dire de façon très directe. Pour l'instant, on est vraiment sur un plan d'austérité, on serre la vis un petit peu partout. Pour les fumeurs, le paquet de cigarettes va être taxé, ça devient un luxe maintenant de fumer, donc je préconise d'arrêter tout de suite de fumer. Il paraît d'ailleurs qu'il y a une grande campagne des pouvoirs publics qui se lance à partir d'aujourd'hui pour arrêter. Voilà. C'est effectivement une bonne chose pour la santé individuelle. Et voilà. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, mais ça va devenir très cher Donc de la contrainte à la fois sur la santé et sur le budget. Voilà, et là on va vraiment accentuer le déremboursement des médicaments, la limitation de l'hospitalisation, l'incitation à une hospitalisation juste pour la journée et ensuite rentrer chez soi le soir, limiter le nombre de lits, donc c'est vraiment, on serre la vis, c'est l'austérité. Alors du coup, on a les premiers chiffres, mais qui sont provisoires, il faut le rappeler, le PASS 2017 qui sera à 39 228 €. Donc c'est une toute petite augmentation qui est un petit
petit peu cohérente avec, avec ce qui se passe en ce moment. Bon, l'inflation n'est pas très élevée, c'est pas non plus la folie. Voilà, donc le PAS s'aligne aussi un petit peu sur le sujet. L'objectif des dépenses aussi est assez pas très élevé. On m'a expliqué à la radio, à la télévision ces derniers jours que le déficit de la sécurité sociale c'était terminé. Non, alors là, alors non, alors effectivement il est très limité par tout un tas alors on nous annonce qu'aujourd'hui il est limité à 400 millions alors que sur un budget de plusieurs milliards, effectivement c'est une goutte d'eau. Alors effectivement, pourquoi pas, mais les chiffres qui sont annoncés sont hors toutes les nouvelles mesures, conventions médicales, etc. Donc c'est pas vraiment des vrais chiffres. C'est pour ça qu'il est encore lisse. C'est qu'on n'a pas vu arriver tous les amendements qui vont arriver derrière. Et puis on n'a pas, c'est pas vraiment les vrais chiffres tant que, on va dire, toutes les autres dispositions et toutes les mesures concédées par l'assurance maladie ont pas pris d'effet. Et puis surtout c'est hors la dotation qui est censée être allouée au fonds de solidarité de vieillesse, qui en fait ce pauvre fonds, malheureusement, il s'est piqué ses sous depuis plusieurs années, puisqu'en fait, on déplace de l'argent d'un endroit à un autre, et le fonds de solidarité est dans un déficit pas possible, mais forcément parce qu'il n'encaisse pas ce qu'il devrait encaisser, parce que ça va réalimenter l'assurance maladie. Donc on va voir, une fois que le fonds de solidarité de vieillesse aura été alimenté, qu'est-ce qu'il va en être également, on va voir. Mais peut-être, là, on arrive quand même vers une rationalisation un petit peu du déficit, mais le déficit passé, il est totalement abyssal, on n'est pas près de... Il nous reste encore un peu d'argent à mettre dans la caisse. Ah, oui. Alors moi j'ai entendu parler d'une mesure quand même qui est au détour de ce projet de loi de financement de sécurité sociale assez lisse. On a parlé des Optam, mais l'Optam pour les chirurgiens dentistes. Exactement, tout à fait. Il est question là d'étendre aux dentistes le principe finalement qu'on avait découvert du CAS un petit peu. Donc l'encadrement des honoraires. Exactement, le plafonnement des honoraires pour tout ce qui est soins et à entente directe, c'est-à-dire avec potentiellement des dépassements. Ce serait aussi étendu aux dentistes. Ils avaient été épargnés initialement parce que lors du déploiement du CAS, il y avait eu aussi, la convention dentaire venait d'être signée, la nouvelle nomenclature des actes, et ça avait déjà fait un petit peu mal, donc ils avaient été épargnés dans l'absolu, mais là ils se font un peu rattraper par la patrouille, donc on verra, est-ce que le dispositif rencontre un peu de succès auprès des dentistes et des médecins ou pas vraiment, on verra ce que... Donc potentiellement ce que tu nous annonces, Florence, c'est qu'on pourrait avoir une ligne secteur 1, une ligne Optam, une ligne Optamco, et peut-être une quatrième ligne médecin, chirurgien dentiste. Alors vous allez avoir une ligne médecin Optam, une ligne médecin Optamco, donc chirurgien obstétricien, une ligne non Optam, et puis après dans la grille dentiste, vous aurez dentiste Optam, dentiste pas Optam. Donc ça se complexifie quand même. La lecture pour les assurés va devenir de plus en plus complexe. Surtout qu'on demande un réel effort des assureurs pour la lecture et la simplification du tableau, mais bon... on nous aide pas. Là, c'est pas simple, effectivement, de s'en sortir. Donc pour l'instant, on reste un petit peu sur des mesures, vraiment des dépenses, de l'austérité. On va voir où ça va. Bon, il y a quand même un effort qui n'est pas négligeable de rationaliser les dépenses et de faire des économies, ce qui est quand même à saluer. Le déficit était quand même assez monstrueux, faut se le dire. Et on verra où ça nous mène un petit peu, tout en sachant que les chiffres pour l'instant sont provisoires et donc hors nouvelles mesures, donc finalement c'est pas vraiment des vrais chiffres. Et bien évidemment, ce PLFSS il est aussi un petit peu lisse à mon sens, du fait qu'on est juste avant l'année électorale, donc sortir un PLFSS quasiment à l'équilibre juste avant l'année d'élection, c'est un effet d'annonce intéressant. C'est un petit peu un effet d'aubaine et d'annonce, donc on va voir s'il y aura. Mais au-delà du cynisme en fait qu'on peut avoir sur le regard qu'on comporte sur ces déficits, on peut féliciter quand même l'État sur les efforts qui ont été faits et puis la réduction la réduction des coûts qui a quand même d'année en année et qui devrait s'accentuer même normalement l'année suivante. C'est toujours dans cette poursuite finalement de la rationalisation des dépenses. Donc vraiment, il y a quand même un réel effort qui est fait, c'est vraiment non négligeable.
Est-ce que, après j'ai d'autres mesures, après il y aura peut-être aussi une évolution en matière de retraite complémentaire, en matière de retraite chapeau, les articles 39 qu'on connaît. On va voir si, il devrait y avoir peut-être un peu de nouveautés, notamment pour se mettre en conformité avec une directive européenne de 2014 sur la portabilité des droits à retraite, hein, parce que forcément la retraite chapeau, vous ne pouvez plus en bénéficier si vous liquidez vos droits à retraite alors que vous êtes dans l'entreprise. Donc ça allait un petit peu contre le principe de cette directive. Bon, cette directive elle entre en application en France au 1er janvier 2018, donc on a quand même un peu de temps pour voir venir les choses et on espère, on va voir comment est réorganisé un petit peu l'article 39 qui lui-même a fait l'objet de beaucoup d'évolutions. On a demandé de l'externalisation, de réels efforts des entreprises là-dessus, beaucoup de taxation, de la fiscalité importante, donc ce produit il tend un petit peu à disparaître. Hein. Très bien, je crois que du coup nous arrivons au bout de ce webinaire. Apparemment, nous n'avons pas de questions, donc je félicite Florence pour la clarté de ces explications. C'était surtout très dense, voilà. Mais on reviendra le prochain webinaire sur le détail du PLFSS, voir si on a d'autres mesures intéressantes, si les projets de décret ont avancé, ont abouti, si on a d'autres infos croustillantes à vous donner. On aura le plaisir de vous le communiquer la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup Florence, comme d'habitude, c'était parfait. Merci à chacun d'entre vous pour votre attention. Vous allez pouvoir télécharger le support de cette présentation directement en vous déconnectant de ce webinaire. Merci à tous, bon appétit, puis au plaisir. Donc je vous rappelle que notre prochaine date de webinaire, ce sera début décembre. Ce sera le jeudi 1er décembre et le lundi et mardi 5 et 6 décembre prochain, où on aura aux mêmes horaires le plaisir de vous accueillir et puis d'échanger avec vous, comme le disait Florence, sur le PLFSS. Merci à tous, merci Florence. Merci. Et à bientôt. Au revoir.